bonjour à toutes et à tous et je vous remercie d'être aussi nombreux à vous connecter. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire autour du traitement de la data RH au sein des organisations et on a la chance d'être en compagnie de 2 experts qui vont pouvoir, du coup nous partager, le constat qu'ils font aujourd'hui, notamment sur la place actuelle de la data RH au sein des organisations. Ils vont également pouvoir nous partager, leur retour d'expérience et également, la vision qu'ils ont de la place de la data et de l'IA d'ici quelques années. Donc, on est en présence du coup de Nicolas Emery, heu, du groupe Acton et de Luc Demeure pour le groupe Casino. Messieurs, je vous laisse vous présenter et puis, Nicolas, je te laisse ouvrir le bal des présentations. Merci très vite. Donc, Nicolas Emery, je suis directeur associé au sein du cabinet Acton. Quelques petits mots sur Acton. Acton est un cabinet de conseil dédié à la digitalisation des entreprises. On est aujourd'hui plus de 500 avec plus de 55 milliards, pas encore tout à fait, mais 55 millions de chiffres d'affaires. Et donc, je représente la partie data, qui est une activité que nous avons lancée il y a 8 ans maintenant, sur la partie RH plus particulièrement, et pour laquelle nous sommes en forte croissance. Luc, je te laisse te présenter. Merci Nicolas. Merci Nicolas, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer avec webinaire, très heureux aussi qu'Acton ait fait appel à moi pour ce retour d'expérience. Donc je vais me présenter, Luc Demeure, responsable SIRH et projet transverse au CSP Pay du groupe Casino. Donc le CSP Pay, c'est pour le groupe Casino une volumétrie de 28 000 personnes en paye. Et projet transverse, c'est le déploiement et la mise en place d'outils en lien avec la paye, comme la démat du bulletin de paye, l'assistant virtuel et bien évidemment Data for People. Pour le groupe Casino, c'est une entité née il y a près de 55 ans, un des leaders de la distribution alimentaire, plus de 11 500 magasins dans le monde, implantés en France et en Amérique latine. En France, c'est un des principaux acteurs de la grande distribution, avec des enseignes comme hypermarché, supermarché, les petits casinos, Casino Shop, également une filiale logistique. Et le groupe est également très présent sur le web avec sa filiale Cdiscount et de nombreux partenariats avec d'autres entités. Merci messieurs pour ces succinctes présentations. Donc, je vais finir par me présenter. Donc, Travis Guénard, je suis ingénieur d'affaires chez Acton. Je suis en charge des activités data et IA et plus spécifiquement sur nos solutions d'analytique et de reporting RH. Donc, je vous propose qu'on commence avec une première question. Donc, je m'adresse à toi, Luc, à toi, Nicolas. Aujourd'hui, quel est votre constat sur la place de la data RH au sein des organisations? Nicolas, si tu veux bien te lancer. Très bien. C'est une bonne question parce qu'effectivement, la data, on en parle beaucoup dans les entreprises, dans les différentes organisations, publiques ou privées. Mais c'est vrai que, je dirais, historiquement, on a plutôt travaillé la data dans d'autres fonctions que la fonction RH. On a beaucoup travaillé la data en marketing, dans la finance, au niveau du cœur business. Mais la RH ont traité la data, je dirais, parce qu'il fallait sortir de la paye d'une manière un peu basique, et puis parce qu'il y avait du reporting légal à sortir, sans qu'on s'en approprie vraiment tous les bénéfices possibles. Alors maintenant, c'est difficile aujourd'hui, hein, lorsqu'on est DRH, de passer à côté de la data. Et je dirais que pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on observe de plus en plus une financiarisation de la fonction RH. On demande de plus en plus aux DRH d'avoir des indicateurs financiers autour de leur fonction. Alors évidemment autour de la masse salariale, arriver à mieux piloter, à mieux simuler les effectifs et la masse salariale, mais aussi arriver à mieux évaluer les formations, par exemple, avoir des ROI sur les formations. Donc une financiarisation qui est de plus en plus importante au sein de toutes les organisations. Deuxième raison, c'est une raison qui est liée, je dirais, et qui est actuelle, mais qui va ne faire qu'augmenter au fil du temps. C'est le collaborateur en tant que tel, qu'il est de plus en plus difficile à recruter pour certains secteurs, pour certains métiers, qu'il est plus en plus difficile de fidéliser, d'engager, avec des modes de travail qui évoluent.
Et donc, la data est là aussi la pierre angulaire, hein, de toute, organisation RH, hein, pour arriver à mieux sourcer, ses collaborateurs, à mieux les engager, à leur proposer des trajectoires de carrière pertinentes, qui les fidélisent, et qui les engagent, auprès de la structure. Donc ça, c'est la deuxième raison et j'y reviendrai, sans doute plus tard. La troisième raison, c'est la partie que je vais appeler, légale. Alors historiquement, on a toujours été, au niveau des fonctions RH, habitués à produire du reporting légal, que ce soit du bilan social, que ce soit, dans la BDSE, que ce soit des différents reporting auprès de différents organismes possibles. Mais de plus en plus, hein, ce reporting se complexifie, s'intensifie. De plus en plus, ces indicateurs sociaux sont aussi partagés avec les ERP. Alors, ça a toujours été partagé, mais en tout cas, il y a une attention de plus en plus forte, hein, des ERP sur ces indicateurs sociaux. Et pas seulement, je dirais, ces indicateurs sociaux, il y a des indicateurs qui sont demandés par les actionnaires, par les différents partenaires, je pense aux banques typiquement, hein, qui tiennent à ce que l'entreprise, hein, respecte un certain nombre de règles autour du RSE, autour de la diversité. Enfin, il y a différents sujets qui tournent autour de ça. Et donc là, de la même manière, la data est primordiale, l'appropriation de cette data et la qualité de la data sont vraiment importants. Je te remercie, Nicolas, pour ce premier constat. Je pense que d'ailleurs, on est tous d'accord et qu'on le partage. Donc, je vais reprendre ce que tu disais. Donc, il y a 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, les organisations doivent se saisir de la data. Donc, la première, tu disais, du coup, la financiarisation des RH, avec le besoin de pouvoir piloter sa masse salariale et de mieux la gérer. Donc, deuxième point, c'est la place du collaborateur qui est désormais centrale. Donc sur un marché tendu, on a du mal à recruter, il faut aussi arriver à pouvoir fidéliser et engager le collaborateur. Ça se fait aussi par l'exploitation des data. Et du coup, troisième point que tu évoquais, la partie légale, les obligations légales auxquelles sont de plus en plus soumises les organisations et auxquelles il faut répondre. Donc là, je pense notamment à tout ce qui est index de parité femmes-hommes ou BDES. Donc voilà, ces 3 points, il faut absolument être en capacité de se saisir de la donnée pour pouvoir y répondre. Est-ce que tu partages cet avis? Luc, je te laisse donner le tien. Merci Travis. Oui, bien sûr, je partage cet avis, puisque nous, on peut constater que la data prend une part importante autour des habitudes de consommation, notamment. Le nombre de sites internet ou de commerce cherchent à connaître les habitudes de consommation de leurs clients pour leur proposer un service beaucoup plus ciblé. Si on revient sur le sujet qui nous concerne là aujourd'hui, au niveau des RH, il y a un besoin de pouvoir connaître la situation de l'entreprise sur des indicateurs clés. Alors, je vais citer quelques indicateurs sans être exhaustif, mais l'absentéisme, les effectifs, les mouvements de personnel, turnover, la rémunération et l'évolution de carrière du collaborateur à travers ses postes occupés, sa mobilité interne, etc. À travers ces indicateurs, on va pouvoir cibler les besoins pour améliorer la politique RH en étant à l'écoute du terrain et des tendances qui vont faire ressortir. Il va être possible, à travers ces différents axes de travail RH, d'analyser tous ces éléments-là. Si on part d'un exemple récent que je pense on a tous connu il y a 2 ans et qui était le Covid, à travers ces situations de Covid, il y a eu un enchaînement de choses. Le Covid a créé de l'absentéisme, bien évidemment. Pour combler cet absentéisme, on a eu recours au CDD. Ça a généré une augmentation des effectifs et des heures supplémentaires à régler. La data va permettre de faire ressortir tous ces éléments côté RH et va nous permettre d'expliquer en fait les variations constatées par des indicateurs. C'est un peu le même système autour des périodes saisonnières, des fêtes de fin d'année ou de vacances, où là, on va avoir des mouvements de personnel qui vont varier et la data va nous permettre de mettre le doigt sur ces mouvements et de les expliquer. Merci Luc pour ton constat. Je vais aller faire un petit tour dans le chat pour voir si on a des questions. Donc pour l'instant, pas de questions, que des bonjours. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vous propose qu'on continue et je vous propose cette fois-ci d'avoir un retour concret du traitement de la data RH. Donc là, je m'adresse à toi, Luc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu besoin de mieux traiter la data RH? Merci, oui, sans problème, on va expliquer tout ça. Effectivement, nous, Groupe Casino, on a émis le souhait de se doter d'un outil moderne de BI qui puisse se substituer à tous les outils de type Excel, Access,
qui était à ce jour utilisé. Il y a des extractions qu'on pouvait faire à partir des outils SAP, puisque nous utilisons SAP, donc de la doc ou du query. Donc, ça atteignait des limites, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, on ne pouvait pas répondre à toutes les demandes, donc nous étions à la recherche d'un outil réactif, convivial, avec un accès simple, capable de faire un rendu, mais également des projections, parce que c'était une demande importante pour nous. Donc, il y a eu pas mal d'outils sur le marché. On a très vite senti le besoin de se faire accompagner par un intégrateur, un spécialiste de cet outil-là, parce que ça demandait énormément de travail, vu la volumétrie que nous, on gère, puisque c'est 28 000 personnes, avec différentes populations du magasin, du siège, des entrepôts et j'en passe. Donc, Data for People offrait toutes ces opportunités. C'est donc vers cette solution que nous proposait Acton qu'on s'est tourné et avec qui on a commencé de travailler. Donc, le déploiement s'est fait dans un premier temps via un POC, donc comme ça, un test grandeur nature, pour un panel d'indicateurs, sur un panel d'indicateurs RH clés, l'effectif, la rémunération et l'absentéisme. Ça nous a permis de constater sur notre volumétrie comment ça se passait, sur une volumétrie test, comment ça se passait, ce que l'outil était capable de faire, ce que Acton arrivait à faire aussi avec cet outil, et ce qui nous a permis et qui nous a convaincus, nous, très rapidement, et qui nous a convaincus d'aller vers cette solution-là. Ce que tu as vécu, Luc, on le voit chez beaucoup de nos clients. Je suis d'ailleurs en première ligne sur ces sujets. Et j'aurais été ravi de t'accompagner à l'époque sur ce sujet-là, mais j'étais malheureusement pas encore dans les équipes d'Acton. Donc, je vais plutôt laisser Nicolas prendre la suite, puisque lui, il fait déjà partie des équipes Acton. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la mise en place et nous parler un peu des chiffres et des bénéfices? Oui, alors, comme tu disais, c'est un constat qu'on fait souvent chez beaucoup de nos clients, hein, que la data RH est souvent, éparpillée et traitée, dans des fichiers Excel, dans des bases Access parfois encore, mais qui a beaucoup de temps consacré, par la fonction RH, hein, pour consolider l'information, pour la croiser, pour essayer de sortir, hein, des indicateurs, centralisé. Et donc, une des premières, je dirais, choses qu'on a mis en œuvre chez Casino et qu'on fait aussi chez tous nos clients, c'est déjà d'arriver à récupérer l'information et à la stocker, à la modéliser, à la nettoyer, à ce que j'appelle la labelliser, pour que on puisse s'appuyer sur une information qui soit fiable, qui devienne finalement un langage commun au sein de l'organisation autour des indicateurs RH. Et donc ça, c'est ce premier travail qui a été fait, qui nécessite à la fois de bien connaître les différentes sources de données sur lesquelles on va s'appuyer, hein, pour récupérer les données, mais aussi de bien connaître le métier RH pour appréhender finalement ces données en fonction de l'usage qu'on va en faire. Il y a différents usages autour de la data RH, hein. Luc parlait de ce qui a été fait au départ sur le POC, hein, sur la partie qui était plus un usage analytique, où on sort des indicateurs, où on commence à deviner des tendances, où on commence à analyser finalement ces indicateurs suivant différents angles. Mais derrière, il y a d'autres usages autour de la projection, hein, qui sont en train d'être mis en œuvre notamment. Et en fait, chaque usage à la fois doit s'appuyer sur des données qui soient justes, labellisées encore une fois, mais aussi, hein, qui soient modélisées, qui soient adaptées à l'usage qu'on va en faire. Euh, et ça, c'est un des premiers points, hein, sur lequel on est très attentif sur tous nos projets, hein, c'est vraiment de travailler sur cette qualité des données et sur la manière dont on va la traiter en fonction de l'usage. Data for People, hein, justement, permet, à travers son socle de données, de récupérer les données, d'une part, et ensuite, on a différents modules avec différentes modélisations, hein, qui vont permettre de répondre aux besoins d'un gestionnaire de paie, hein, s'il veut faire son contrôle de paie, ou ses contrôles de paie, ou d'un contrôleur de gestion sociale s'il veut sortir les indicateurs sociaux, ou un responsable formation s'il veut suivre, hein, ses indicateurs de formation, ou un responsable campaign Bain s'il veut simuler une masse salariale et des effectifs. À chaque usage, effectivement, il faut un module qui soit dédié, mais qui s'appuie, hein, sur ce même socle, sur ce même langage commun pour avoir une cohérence
autour de l'information. Donc ça, c'est vraiment important. Le socle et des usages adaptés avec des modélisations adaptées. Le deuxième point qui est très important, c'est la rapidité. Heu, J'entends par rapidité, hein, le fait, hein, de ne pas être sur des projets longs, où on va, je dirais, conceptualiser, à travers, des phases d'expression du besoin, de spécifications très longues, le besoin, avant de vraiment commencer à travailler sur la solution. Ça, l'expérience montre, hein, que cela ne marche pas. C'est donc la Mmh. rapidité, ça passe pour nous, hein, par le fait, hein, de pouvoir très rapidement, et c'est ce qu'on a fait, ce que Luc disait à travers le POC, hein, où, c'est très rapidement avec les données réelles, de Casino, montrer sur un premier usage, un premier module, les indicateurs, les analyses, hein, qui sont, adaptées à l'usage. Ça permet, en travaillant comme ça, d'être dans un mode beaucoup plus itératif de co-construction avec les différents métiers, hein, RH, pour arriver à une cible beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est le deuxième point, la rapidité, travailler sur les données réelles, parce que la projection, des utilisateurs, doit se faire sur l'outil finalement, qu'ils auront à la cible, heu, avec les données qui sont les données réelles. C'est comme ça qu'effectivement on arrive à la fois à embarquer, les métiers, et d'autre part, hein, qu'on arrive à construire, la solution d'une manière itérative, jusqu'à aboutir à la cible finale. Ce que C'est tu nous dis, Nicolas, hein, c'est que tu privilégies une approche pas à pas, c'est ça? C'est ça. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc sur ce qu'a dit Nicolas, qui est très intéressant. C'est vrai que la rapidité, c'est un point clé. Et sur notre POC, ce qui nous a été fondamental, c'est que j'avais autour de moi une équipe de personnes qui maîtrisaient parfaitement les éléments à extraire, qui savaient ce qu'il fallait prendre, comment les extraire et comment les communiquer surtout aux équipes Acton. Après, derrière, on a les équipes Acton qui sont aussi des professionnels. Et le POC a été mis en place, je crois, en 3 jours. Oui, je suis même sûr, en 3 jours. Voilà, c'est des professionnels quelque part de l'exportation de données et ça permet effectivement d'aller vite au plus important pour donner un aspect global et être conscient de ce que ça va faire dans le futur. Nicolas, j'ai une petite question. Au regard de ton expérience, quels sont les pièges ou les risques à éviter? Alors, il y en a plusieurs. Mmh. Luc a commencé d'ailleurs à en dire, un. Un des premiers pièges, hein, c'est de vouloir, finalement disposer, je veux dire, d'un socle de données, sans vraiment réfléchir à l'usage qu'on va en faire derrière. C'est-à-dire de dire: «Ben, je sais pas trop ce que je veux, donc je veux tout, et puis advienne que pourra, comme ça j'arriverai à sortir ce que je veux». Ça, c'est un des pièges classiques, hein, il faut toujours raisonner, Ouais. usage, cas d'usage, pour arriver à petit à construire. Donc voir loin, commencer petit et y aller petit à petit, hein, c'est un des clés de succès, une des clés de succès, pardon, de ce type, de projet. Le deuxième point, c'est que c'est un travail qui va se faire avec les métiers, donc avec les professionnels, hein, de la fonction RH, et donc pour travailler d'une manière qui soit efficace, il faut évidemment qu'il y ait un vrai dialogue qui s'institue entre le professionnel de la fonction RH et l'intégrateur, hein, qui connaissent, hein, ce sujet-là. C'est comme ça qu'on arrivera à atteindre la cible, c'est comme ça qu'on arrivera à porter une vraie valeur, hein, sur les indicateurs qui sont mis en œuvre, sur l'analytique, la people analytics, hein, qui va être mise en œuvre. Et la troisième point, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, c'est la rapidité. C'est au sens qu'il faut, voilà, il faut se donner des étapes, des étapes courtes, des jalons courts, hein, pour qu'on construise, qu'il y ait toujours une dynamique, hein, pour construire la solution. Donc c'est la troisième étape. Et ça passe aussi par le fait, hein, de projeter très rapidement les utilisateurs métiers dans la solution, pour qu'ils puissent saisir très rapidement euh, de la solution, qu'ils puissent maîtriser les données et donc par là même être plus force de proposition par rapport à la cible, hein, qu'ils veulent atteindre.
Super, merci Nicolas, merci Luc, c'est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans le chat et qu'on regarde les questions. Alors, on a Adeline qui nous demande: «Comment avez-vous su créer un socle cohérent tout en travaillant usage par usage?» Alors, Luc, je sais pas, je vais répondre peut-être et puis Pas de tu jaloux, rebondiras. On a perdu Luc d'ailleurs. il est parti. Alors, c'est toute la question. Alors, c'est pour ça que nous, dans notre socle de données, on distingue bien, différents niveaux de stockage. Alors, pas entrer dans la technique, hein, mais on va, récupérer les données dites détaillées, sans dans un premier temps les formater pour un usage précis. Donc il y a une première étape, hein, dans le socle de données qui consiste à récupérer les données, à les modéliser d'une manière qui soit agnostique, hein, par rapport à l'usage qu'on va en faire. Et c'est seulement dans un deuxième temps, hein, qu'on va travailler usage par usage sur une modélisation qui va être dédiée à l'usage, mais qui s'appuie sur ce premier socle de données que j'appelle, qui en fait sont stockés dans une modélisation que j'appelle non contrainte et qui permet justement, hein, de pouvoir à la fois s'assurer, hein, qu'on pourra toujours répondre à des nouveaux besoins et d'autre part qu'on pourra alimenter une modélisation pour un usage précis. Entre les deux, on met en place en fait ce qu'on appelle des règles fortes, c'est ce que j'appelle aussi le langage commun, c'est-à-dire Mmh. tout. Alors ça va être principalement les référentiels, hein, d'entreprise, RH, ça va être les indicateurs qui servent à tous les usages et qui vont être cette couche sémantique sur lesquelles les différents modules vont s'appuyer, hein, pour pouvoir garantir finalement la cohérence et l'homogénéité, hein, du reporting et des analyses qui sont faites. Tu es lancé Nicolas, donc je vais retourner dans le chat et te reposer notre question. Donc là, c'est la question de Philippe. Est-ce que des données vous ont manqué et nécessiteraient d'être saisies online et au fil de l'eau? Welcome back, Luc. Ouais, désolé, j'ai été coupé. Désolé. Aucun souci. Alors, je sais pas si alors je vais répondre le temps que alors, question Luc, hein, qui était posée, c'est: «Est-ce que des données, vous ont manqué et nécessiteraient d'être saisies online et au Et fil au de fil l'eau?» de l'eau, c'est ça. Merci à Philippe pour sa question. Alors, non, non. Saisir des données, directement dans l'outil, si j'ai bien compris la question, non. Dans le POC, dans le cadre du POC, on n'a pas forcément, il nous a pas forcément manqué des données au démarrage. Après, quand on a un petit peu, industrialisé le POC, un terme un peu trivial, là, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelques éléments, donc on a retravaillé nos extractions et on est venu les ajouter. Parce que face à la performance de l'outil, on s'est dit: «Mais on va pouvoir faire beaucoup plus de choses», donc effectivement, on a été beaucoup plus gourmand et on a cherché à rajouter des éléments, par une extraction et un apport, après la mise en prod. Alors, je compléterai, alors, c'est juste, peut-être pas dans le cadre casino, mais il nous arrive, oui, régulièrement, hein, que des données nous manquent et nécessitent d'être saisies, en complément, hein, des extractions. Il faut bien voir que, Data for People, comme toute solution de People Analytics, hein, n'a pas vocation à créer de l'information, hein. Les Data for People est là pour exploiter, valoriser l'information qui existe. Cependant, pour certains usages, je pense typiquement à tout ce qui est simulation de masse salariale, ou tout ce qui est budgétisation de masse salariale, on va saisir de la donnée, qui sont des hypothèses, hein, pour les scénarios qu'on va définir. Des hypothèses d'entrée-sortie, par exemple, hein, pour arriver finalement à simuler une masse salariale. On peut aussi, dans d'autres cas, je pense par exemple, sur notre module contrôle de gestion sociale, hein, pour tout ce qui est B2SE, bilan social, où on a besoin aussi de saisir des données qui ne sont pas forcément contenues dans un SIRH, parce que c'est des données, par exemple, autour de la santé, enfin de la médecine du travail ou autre, hein. Et donc là, on met à disposition dans Data for People des formulaires, hein, qui permettent de saisir ces données. Mais ça doit être limité. Le code Data for People n'a pas vocation à être finalement un SIRH transactionnel, au sens qui va saisir et conserver de la donnée. On est là plutôt à la marge pour, je dirais, soit enrichir, soit ajouter des données où il n'y a pas réellement de SIRH qui existe. Merci Nicolas, je t'ai lancé, donc je vais forcément te poser une autre question. C'est la question, de Franck. Donc, bonjour. Les indicateurs, RH, bien que similaires d'une société à l'autre, s'avèrent différents dans les règles de calcul. Comment gérez-vous cela?
Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est typiquement ce qu'on a fait dans le POC, hein, avec, avec Luc, pardon. Tout à fait. C'est que, si on a pu le faire en 3 jours, c'est avec, une richesse d'indicateurs déjà assez forte, mais indicateurs contextualisés. C'est que, oui, il y a beaucoup d'indicateurs, qui sont similaires d'une société à une autre, mais effectivement, les règles de gestion souvent diffèrent, hein, d'une société à une autre. C'est pour cela qu'on a toujours une phase de setup, hein, de paramétrage qui va permettre d'adapter, de contextualiser chaque indicateur. Et on le fait, cette phase de setup, avec les données réelles, hein, encore une fois, pour faciliter la prise en main, faciliter la validation, hein, des indicateurs qui sont fournis. Et le Data for People, en fait, a mis en place une mécanique où les règles de gestion sont très facilement paramétrables, hein, pouvoir s'adapter à chaque contexte. Top. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à en reposer. Luc, moi j'ai une petite question pour toi. Du coup, aujourd'hui, tu es accompagné sur le pilotage de tes domaines RH. Tu as l'air pleinement satisfait. Je suis curieux, c'est quoi la suite pour toi en termes de fonctionnalité? Dans l'outil, bah, déjà, on est passé par différentes. La phase première, ça a été de stabiliser le POC, c'est-à-dire que les indicateurs qu'on a créés, on les a un petit peu améliorés, performés, et puis on les a stabilisés. Derrière, on va partir sur on part sur d'autres cibles, et notamment autour des rubriques de paye qu'on n'avait pas prévues dans le POC et qu'on est en train sur la même manière, on est en train d'importer tout ça dans la base et de mettre en place des requêtes propres pour plus notre contrôle de gestion. Et derrière aussi, on a une grosse attente, et ça c'était un gros point qu'on avait vu avec Acton à l'époque et que Data People proposait, c'est la projection de masse salariale pour faire les simulations. Ok. Ça, voilà, ce sont les axes futurs qui nous attendent. Ok, très bien. J'ai une autre question avant qu'on passe à la suite. C'est la question de Bernard. Donc, avez-vous été amené à créer un core HR dans votre SIRH pour stocker vos données? Ça va être pour moi, ça. Du coup, Du oui, coup, Luc. oui. Donc, non, on n'a pas de core HR, nous, pour l'instant. Donc, bah voilà. Donc, Ah, en fait, merci, c'est clair, c'est voilà. précis. Merci, Luc. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on enchaîne avec une deuxième question. Donc aujourd'hui, donc dans un monde où l'analytique et le prédictif prennent de plus en plus de place, pour vous, Luc, Nicolas, reste-t-il une place pour l'humain, d'autant plus dans les RH? Alors, alors c'est Mhm. sûr qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de data science, de machine learning, d'IA, et que, on se demande bien qu'est-ce que cela peut apporter, pour la fonction RH? Qu'est-ce que cela va apporter aux collaborateurs? Alors plusieurs réflexions autour, de ça. La première, c'est qu'effectivement, ça va prendre de plus en plus de place. Parce que ça permet, sur certains process, hein, d'aller plus vite, d'être plus pertinent. Ça permet d'apporter une valeur encore plus forte. Je reviens sur ce que je disais en introduction, hein, sur le pourquoi de la data. Aujourd'hui, une des raisons que j'évoquais, c'était la partie qui était liée à une meilleure connaissance, hein, du collaborateur. Aujourd'hui, de plus en plus, hein, on travaille, hein, sur l'expérience collaborateur. On a besoin, pour mieux recruter, pour mieux fidéliser, pour mieux engager, on a besoin de fournir aux collaborateurs des outils, hein, qui se basent sur cette expérience utilisateur. Et cela ne peut se faire qu'à partir du moment où on va pouvoir aller plus loin dans la valorisation de la data, en justement travaillant cette donnée à travers des algorithmes issus de la data science. Un exemple, lorsqu'on veut proposer à nos collaborateurs, hein, des formations qui leur soient pertinentes, des trajectoires professionnelles qui qui les fidélisent, on va travailler notamment, hein, sur des moteurs de recommandation de formation, pour, permettre, hein, aux collaborateurs de sélectionner, de choisir ces formations qui à la fois correspondent à ses souhaits d'évolution, mais aussi, hein, qui soient en relation avec une stratégie d'entreprise. Et donc ça s'appuie sur des algorithmes de data science. Donc ça, c'est une des premières raisons. Donc la data
la data, l'analytique, au sens data science du terme, va être de plus en plus important. Maintenant, est-ce que l'humain va être remplacé par un robot? Non, pour différentes raisons. Déjà une raison légale, hein, on ne peut pas faire prendre des décisions qui concernent un collaborateur que par un algorithme, hein. C'est à la fois pas légalement pas possible et en plus c'est souvent contre-productif, hein. On a différents exemples de ce cas-là, hein. Je pense, vous avez sans doute tous entendu parler, hein, d'un acteur du GAFAM qui avait mis en place un algorithme, hein, pour arriver à mieux recruter, à mieux sourcer. Et en analysant les CV, en regard de toutes les collaborateurs qui étaient déjà issus, enfin, qui travaillaient déjà dans l'entreprise. En fait, cet algorithme, très vite, a montré qu'il reproduisait les mêmes biais que par le passé, et que là où l'entreprise voulait aller vers plus de diversité, eh bien, au contraire, l'algorithme ne faisait que renforcer, hein, le recrutement de certains profils. Donc voilà, il y a bien évidemment de la place pour l'IA, mais l'humain doit être toujours présent, et l'IA doit être au service de l'humain pour prendre une décision, mais ne pourra pas remplacer l'humain. D'accord, donc ce que tu dis quoi là, c'est que l'humain et la data ne s'opposent pas, mais marchent ensemble. C'est bien Tout ça? à fait, OK, tout à fait. top. Luc, tu sais pas ce que tu en penses? Mais c'est exactement ça, je suis 100% d'accord avec toi. Dans Data RH, il y a RH et dans H, c'est bien la lettre la plus importante, hein, c'est le H de humain. Donc derrière les chiffres, avant tout, il reste des humains. Et également, la prise de décision, elle est faite aussi par des humains. Donc il ne faut pas négliger ces axes-là, c'est très important. La data, elle arrive plus comme un complément des besoins, des problèmes identifiés par les personnes sur le terrain. Elle va permettre en cela une analyse globale pour identifier les points d'attention, pourquoi tel pic d'absentéisme, sur quelle région, sur quel magasin, si on prend nos exemples à nous, sur quel secteur, etc. Pour identifier, mener une analyse, comprendre et puis apporter la solution. On répond toujours à un besoin qui est demandé par les RH, en fait. Ce n'est pas la data qui va commander, c'est pas vrai, c'est bien l'humain qui demande. La data est un élément complémentaire. Quoi qu'on en dise derrière l'IA, il y a une personne qui code, qui importe les données, qui va les interpréter et qui, en bout de chaîne, décide. Avant tout, c'est l'humain qui est le maître. Vous nous rassurez. Et si je peux rajouter une chose, hein, c'est qu'un des freins qu'on constate aussi, hein, aujourd'hui dans le développement de l'IA, de la data science, au sein des organisations, hein, je rebondis par rapport à une question aussi que je vois dans le chat, c'est que lorsqu'on veut mettre en place ce type d'algorithme, il faut aussi avoir, je dirais, l'infrastructure qui le permette. C'est quoi l'infrastructure? Bah, c'est déjà la disponibilité des données de l'entreprise, dans ce que j'appelle les données endogènes, mais aussi la capacité à pouvoir traiter de la donnée exogène, donc qui est extérieure à l'organisation. Et donc, déjà, il y a déjà un travail aujourd'hui qui doit être fait avant d'aller vers l'IA, pour pas que l'IA finalement reste une expérimentation, hein, qu'on ne pourra pas industrialiser. Il faut aussi mettre en place un socle de données, il faut mettre en place une infrastructure, hein, qui permette, hein, d'aller vers la data science et l'IA. Avant qu'on passe à la suite, Nicolas, j'ai une question qui me revient, concernant du coup, les débuts. Comment tu as su, créer un socle cohérent, tout en ayant une approche, pas à pas, usage par usage? Alors, bah, le socle cohérent, en fait, alors sans révéler tout le tout l'algorithme qu'on met en œuvre, mais globalement, la modélisation que nous avons adoptée est une modélisation qui est vraiment centrée sur le collaborateur. Donc, on est sur une architecture ce qu'on appelle data-centric, c'est-à-dire qui regroupe finalement les données autour du collaborateur, et quelle que soit finalement l'organisation. Alors, collaborateurs au sens large, hein, ça peut être aussi des externes, mais on va, dans notre modélisation, hein, telle que nous la mettons en œuvre, on va vraiment on va amalgamer finalement tous les événements qui sont liés aux collaborateurs, tout tracer dans ce socle de données, de telle manière, hein, qu'on puisse
chaque fois retrouver à un instant T quelle était la situation du collaborateur. On le sait dans les RH, hein, il y a beaucoup de rétrosaisie, hein, de choses qui sont faites après coup. Donc c'est pour ça qu'on est capable avec notre modélisation et avec le moteur, hein, qu'il y a dans Data for People, on est toujours capable, hein, de faire des photos à n'importe quelle date et puis d'avoir une vision vivante, hein, du collaborateur à un instant T. Et bon, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais c'est vraiment, d'ailleurs, c'est notre asset, hein, c'est cette modélisation-là qu'on a mis en place et qui nous permet de faire cela. OK, top. Je te remercie, Nicolas. Je vous propose qu'on passe à la suite. On enchaîne. Donc ouais, ça se tarit un petit peu dans le chat et on a balayé l'ensemble des questions. Nicolas, si tu veux bien prendre la main, qu'on continue un peu plus dans le concret. On te laisse prendre la main peut-être sur la partie démo. Alors oui. Alors, hop, je me connecte. Je vais partager mon écran. Alors, ce que je vais vous montrer, donc, c'est ce qui a été mis en œuvre à travers le POC, hein, chez Casino. Alors, évidemment, pas avec pas les données réelles. On va enchaîner avec la dernière partie de ce webinaire où je vais m'adresser du coup à vous, messieurs. Demain, comment vous voyez évoluer la data et l'IA au sein des organisations? Je fais appel à votre sens du voyant. Vous êtes voyant, je le sais, vous allez nous aider. Ah, ça, c'est un exercice compliqué. Mais alors, on parlait tout à l'heure, que quelqu'un posait la question du core data, du core HR, excusez-moi, lapsus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate de plus en plus, hein, c'est que les SIRH doivent aller vers plus d'expérience collaborateur. C'est primordial, hein, dans un monde où finalement la ressource humaine se fait de plus en plus rare sur certains métiers, dans certains secteurs. Arriver à pouvoir proposer en termes d'expérience collaborateur une richesse des services qui vont permettre, hein, de mieux recruter, de mieux engager, de mieux fidéliser, de mieux accompagner ses collaborateurs, ça va devenir de plus en plus crucial. Et cela passe forcément par une meilleure connaissance, une meilleure exploitation et valorisation de la data RH. Pas seulement de la data RH, comme je disais tout à l'heure, qui est endogène à l'organisation, hein, qui est dans les SIRH, qui est à votre disposition. C'est déjà pas forcément facile d'ailleurs d'avoir cette donnée à disposition, mais aussi la data, hein, qui est exogène à l'organisation pour aller plus loin, hein, dans cette capacité à proposer de nouvelles expériences aux collaborateurs. Donc tout ça passe, à mon sens, et alors, par la mise en place, hein, de socles de données RH pour permettre cela. J'étais la semaine dernière au Cercle SIRH et on échangeait sur le nombre de startups, hein, typiquement qu'il y a dans l'écosystème SIRH. Il y en a aujourd'hui, je crois au dernier recensement, plus de 600, hein, qui proposent bien souvent d'ailleurs des solutions basées sur l'IA, sur le machine learning, sur la compétence. La NeoBrain a encore fait une levée de fonds conséquente. Donc il y a effectivement toute une effervescence autour de ces sujets, mais pour alimenter finalement toutes ces solutions proposées par ces startups, il faut de la data, il faut de la data de qualité. Et donc le fait, hein, aujourd'hui pour les organisations, hein, de mettre à disposition un socle de data qui permette, hein, d'évoluer vers plus d'expérience collaborateur est, à mon sens, extrêmement important. Ouais, Nicolas, c'est ce que tu dis, hein. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'expérience collaborateur. Est-ce que tu penses que demain, on disposera d'assez de données pour pouvoir pousser des services personnalisés aux collaborateurs?
Bah, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, hein, que qu'en se saisissant de la donnée, on Mmh. puisse, effectivement mieux connaître son collaborateur et donc lui proposer, des services, qui lui soient plus adaptés en termes de formation, en termes de suivi de carrière, à tout niveau. Et ça, ce sera clé demain pour qu'une entreprise, hein, soit plus efficiente qu'une autre, hein. Cette capacité à mieux accompagner, à mieux engager ses collaborateurs. Et ça passe effectivement par cette valorisation de la data. OK. Je ne sais pas si Luc est là? Il est revenu. Parfait. Luc, C'était la dernière fois, hein, normalement, jamais 203. Non, c'est bon, c'est fini. super. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur le sujet? Oui, bien sûr. Moi, je vais parler un peu de mon expérience personnelle parce que j'ai un vécu, entre guillemets, dans le reporting, puisque en des temps ancestraux, j'ai commencé par faire du reporting de base, entre guillemets, c'était de l'extraction de données avec de la communication RH sans aller plus loin que ça, sans chercher à comprendre comment elle était traitée. J'ai vu évoluer le traitement des données à travers les années. Et on voit quand même qu'au travers de la data RH, il y a un souhait d'automatiser principalement des tâches récurrentes chronophages et sans valeur ajoutée euh, pour se recentrer au maximum sur l'humain. Donc la data, elle va permettre de tendre vers des services RH aussi beaucoup plus personnalisés, plus en rapport avec le besoin du collaborateur. On va vraiment se cibler sur le collaborateur, comment je peux l'aider, l'accompagner. Il est nécessaire de faire circuler aussi cette data pour bien informer, rassurer, expliquer l'utilisation qui en est faite et puis un peu la dédiaboliser. Terme peut-être pas très français, mais parfois on a un peu une peur, on sent souvent une crainte de la data et comment les données vont être exploitées. Donc il est nécessaire de la faire circuler pour rassurer les gens. De toute façon, qu'on le veuille ou non, la data, c'est inévitablement pour nous une nouvelle corde à l'arc des RH. Elle va leur permettre de beaucoup plus centraliser la donnée, pour donner une ligne directrice et des recommandations. Donc pour nous, dans le groupe, c'est un des points nécessaires et importants. Donc en conclusion rapide, on pourrait dire que si la data va permettre d'analyser, de dégager des tendances, il n'en reste pas moins que la recherche, l'application des solutions restent du domaine de l'humain, qui en chaîne reste le seul décisionnaire autour de la data. Merci Luc, hein, pour ton analyse. On arrive bientôt déjà à la fin de notre webinaire. Nicolas, est-ce que tu veux que je te laisse peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin peut être partagé avec Luc, mais je pense qu'à travers ce webinaire, hein, on voulait vraiment vous sensibiliser, hein, sur l'importance croissante de la data, RH. Tu parlais effectivement d'un changement culturel des RH qui doit avoir lieu, hein, pour que la fonction RH, hein, se saisisse de cette data. Ce changement culturel, hein, qui va qui procède à un changement de mindset, hein, pour la fonction RH, elle va passer par la data. Non pas la data pour la data, mais la data au service, hein, de l'expérience collaborateur. Et c'est vraiment ça la cible pour moi, et c'est vraiment ça les messages, hein, qu'on voulait vous faire passer à travers ce webinaire. Luc, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Rien de plus, tu as déjà fait le tour, tu as déjà bien parlé de tout ça. Et effectivement, nous, maintenant, c'est un vrai plus pour nous. Dans le groupe, on avait vraiment besoin de ça et la data RH va pouvoir être utilisée beaucoup mieux. Moi, je tenais aussi particulièrement à remercier Acton pour avoir organisé ce webinaire, avoir pensé à nous, Groupe Casino, nous avoir invités pour la qualité de la prestation et puis aussi pour la qualité de leur assistance sur cet outil. Parce que si on n'avait pas eu, on se leurre pas, si on n'avait pas eu cette assistance-là, autour de l'outil, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile d'arriver là où on en est aujourd'hui. Merci Merci. beaucoup Luc, hein, pour ton Merci retour beaucoup. d'expérience. Je tiens à Merci à vous. remercier du coup l'ensemble des participants également. Merci à tous. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup pour votre implication. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci.